Ok, je vous propose de commencer. Alors, je parle dans le micro, c'est juste parce que la conférence doit être enregistrée pour pouvoir être ensuite retransmise sur le webcast AXA, sur la Web TV. Donc, merci d'être venu à cette conférence sur le retour Spring.io. Alors, juste avant de commencer, je vais voir un petit peu quel était le public dans la salle. Beaucoup de développeurs, je pense. Levez la main un petit peu, les devs. Ouais, exclusivement des archis, des testeurs peut-être. Ok, un PM. Pas de PM, c'est dommage. Donc c'est les sujets techniques qui intéresseront un peu tout le monde. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails pour que ça puisse quand même parler un peu à tout le monde. Donc avant qui je suis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Dufresne. Je suis Tech Lead Java et Web Method au Web Center chez AXA, donc dans une équipe IPMRM, voilà, dans l'équipe de Nicolas. Je suis aussi enseignant vacataire à l'université de Lille. J'enseigne le Java, le développement web avec Java et Spring entre autres. Voilà, et aussi mon autre passion dans la vie, le planeur. Je passe tous mes week-ends à voler. Alors pourquoi je vous parle de Spring aujourd'hui dans ce BL et a priori pourquoi vous êtes venu vous intéresser à Spring? On utilise Spring chez AXA au travers du framework qu'on a labellisé ONI, qui n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de composants Spring Boot préconfigurés, prêts à l'emploi dans le cadre d'orchestration de services. Donc on va créer des API de nature orchestrante et on va utiliser aussi cette stack pour venir embarquer des services de règles et pour pouvoir les déployer sur le cloud Azure. Voilà, donc ça concerne essentiellement les équipes EIP, MRM aujourd'hui, mais demain, rien n'empêcherait à une autre équipe de s'emparer de cette stack pour développer son API voilà, en Java. Pas de problème. Alors Spring.io, c'est quoi? Spring.io, c'est une conférence majeure autour des sujets de Spring. Ça a lieu tous les ans. Cette année, donc c'était à Barcelone au mois de mai. Ça réunit 1100 personnes quand même, passionnées par ces sujets autour de Spring. Et une stat encore plus impressionnante, ça représente 49 pays représentés, ce qui est, je trouve, assez phénoménal. Avec dans le top 3 des pays, le premier pays représenté, c'était l'Allemagne. C'était intéressant de voir qu'il y a un fort intérêt de ces sujets-là sur les développeurs logiciels en Allemagne. 60 speakers et 60 speakers qui ont quand même une certaine belle renommée. On a eu des beaux speakers. C'est beaucoup de gens qui sont soit des mainteneurs du framework Spring ou impliqués de près ou de loin dans des sujets connexes à Spring. Alors quand on parle de l'écosystème Spring, j'aime bien reprendre ce slide-là finalement. Parce que Spring, c'est vraiment devenu quelque chose d'assez imposant, avec tout un tas de modules qui va vous faciliter le développement d'applications Java en entreprise, mais pas que. Et en fait, j'ai presque envie de dire que maintenant, pour chaque problème, il y a un module Spring. C'est devenu vraiment le spectre est devenu vraiment très large. Depuis les modules qui vont aider plutôt l'intégration avec l'utilisateur et son écosystème, donc ça passe par tout ce qui est réseaux sociaux, applications mobiles, sécurité, authentification, etc. Sur des problématiques qui sont un petit peu plus back-end et centrées sur le système d'information de l'entreprise, avec des briques d'intégration aux bases de données ou au système de messaging ou à tout autre service ou type d'hébergement, notamment avec des briques qui ont géré tous les aspects cloud, par exemple. Donc on a vraiment un écosystème qui est très très large maintenant dans le framework Spring, tellement large que ça devient compliqué de choisir ses composants et de les configurer. Donc fort de ce constat, un nouveau projet s'est créé, le projet Spring Boot, qui permet de auto-configurer un ensemble de composants si vous les choisissez pour votre projet. Donc ce projet Spring Boot, c'est un projet qui est un projet à côté, mais qui embarque une application Spring assez classique. Les thèmes majeurs pour cette édition 2009 de Spring.io, ou au moins ceux sur lesquels je vais vous faire un retour, qui me semblent quand même les thèmes majeurs, c'est trois choses. Il y a vraiment trois choses qui transparaissent de toutes les conférences qui ont été données. L'intérêt pour le reactive programming,
Clairement, on est dans une tendance où on parle beaucoup de ces sujets-là. Une thématique très cloud. On sent que ça a un gros intérêt pour les entreprises de passer sur le cloud. Et entre autres accès, on est vraiment dans une transition de nos services sur le cloud. Et il n'y a pas que nous. Toutes les entreprises font plus ou moins ce choix-là pour se rendre indépendants de leur data center, enfin plus gérer cette problématique. Et puis pour assurer une certaine montée en charge. En bref, tous les intérêts que peuvent présenter le cloud. Et le troisième sujet, mais qui là embrasse un peu toute la communauté Java, c'est tout ce qui est compilation ahead of time. Donc la compilation ahead of time, vous en avez peut-être entendu parler à travers le projet Graal VM et la compilation d'images natives. Voilà, c'est les trois sujets sur lesquels je vais me concentrer en retour d'expérience à travers les différentes conférences auxquelles j'ai pu assister. J'essaierai de vous faire un retour sur ce qui est important de retenir autour de ces trois thèmes-là. Et évidemment, le Spring I/O, c'est aussi la conférence dans laquelle on va avoir un peu de visibilité sur la roadmap du framework Spring et de ce qui va arriver de nouveau dans la prochaine version du framework, où on a un peu de visibilité sur le moyen terme. Je vais commencer d'ailleurs par vous présenter sur ces sujets de roadmap qui ont été l'objet de la conférence d'introduction. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de Spring I/O si vous voulez vraiment avoir un focus sur la roadmap et les nouveautés du framework Spring. Il y a le développeur principal, le lead développeur du framework qui a présenté un petit peu tout le panorama de ce qui allait arriver. Donc dans la roadmap de Spring, déjà, s'il faut noter, c'est la date de la prochaine release, qui sera la release de Spring Framework 5.2. Actuellement, on est donc sur la 5.1 qui est sortie il y a 1 an et 6 mois à peu près. On est à peu près sur un cycle où ils sortent une nouvelle version tous les 1 an et demi environ. Donc dans cette version de Spring 5.2, qui sortira date de release officielle le 31 juillet 2019, donc c'est presque demain, à notre échelle de temps. On va avoir quoi de nouveau? Ils ont énormément travaillé sur l'optimisation des temps de démarrage. C'est sans doute un des points sur lequel on critique assez régulièrement les applications Spring, à tort ou à raison. Il y a des conférences d'ailleurs qui montrent très bien que, quand on parle de temps de démarrage, de quoi on parle précisément? Est-ce que c'est pas plutôt la manière dont vous avez configuré vos composants qui pose problème? Est-ce que c'est pas plutôt des dépendances vers des temps de démarrage de vos back-ends qui posent problème? Il y a une très belle conférence sur la performance des applications Spring que je vous invite à regarder si jamais vous êtes intéressé par ces sujets-là. Bref, ils ont quand même beaucoup travaillé sur l'optimisation de ces temps de démarrage du framework. Ils ont aussi, et le sujet est un peu lié, beaucoup travaillé à la gestion des annotations. Vous savez que dans Spring, et c'est beaucoup utilisé dans Spring Boot, vous avez des annotations qui sont en fait des composites d'annotations. Par exemple, l'annotation Spring Boot Application, pour ceux qui voient de laquelle je parle, en fait, c'est pas une annotation, c'est une méta-annotation qui va regrouper un ensemble d'annotations, donc l'annotation configuration, par exemple, l'annotation component scan, etc., etc. Donc ce mécanisme d'annotation composite est beaucoup utilisé dans certains modules du framework. Et donc, c'est important d'optimiser la manière dont on va construire l'arbre de connaissances de quelle classe porte quelle annotation, parce que Spring travaille énormément avec des mécanismes d'introspection qui, en fonction des annotations que vous avez posées sur vos classes, sur vos paramètres, sur vos méthodes, va adapter son mode d'exécution. Et aujourd'hui, la réflexion, c'est coûteux en Java, clairement, et il est nécessaire d'optimiser un petit peu la manière dont on gère ça, en créant du cache, par exemple. Donc, une des pistes qui a été explorée, c'est surtout, plutôt que de savoir quelle classe a quelle annotation, c'est de savoir quelle classe n'a pas quelle annotation, et quelle classe il est inutile d'introspecter, d'instrumenter, de monitorer dans le framework. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Ils ont également beaucoup travaillé sur la notion de transaction réactive. Donc on sait depuis la version 5.1 de Spring faire du réactif avec le projet Reactor qui a été introduit dans la 5.1. Mais quand il s'agissait de faire des transactions à l'échelle de l'entreprise en mode réactif, on
n'était pas trop outillé pour le faire. C'était un peu compliqué. Il suffisait pas de noter la méthode transactionnelle, ça marchait pas parce que dans le système de publication-consommation, ça a juste pas de sens. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur le pattern de publish-subscribe. Donc bref, ils ont outillé la manière de faire des transactions en mode réactif. Dans la 5.2 va arriver également le support du messaging AirSocket. AirSocket, je vous le présenterai juste après. C'est un protocole réseau qui va permettre de faire du réactif entre deux entités et de pouvoir avoir d'autres mécanismes que du requête-réponse à notre disposition. On va avoir aussi le support des coroutines Kotlin pour les gens qui utilisent Kotlin dans Spring, et c'est possible de mixer les approches Java, pure Java et Kotlin dans le runtime Spring. Et on a aussi un module qui est intéressant, qui s'appelle WebMVC Functional, qui permet de manière programmatique de venir configurer son routeur. Actuellement, les mécanismes de route dans le framework Spring, c'est plutôt des annotations qu'on va mettre sur son contrôleur en disant ça, c'est une méthode qui va être appelée quand je fais un get sur tel bout d'URL avec tel et tel paramètre. Pour ceux qui ont vu ou qui ont fait un petit peu de Node, c'est pas tout à fait l'approche de ces communautés-là qui ont dit non, finalement le routeur c'est quelque chose que le développeur doit configurer de manière programmatique et ça lui laisse plus de souplesse. Eh bien, on a un module qui va permettre de faire ça dans la version 5.2 de Spring. Et puis, il y a tout ce qu'il n'y aura pas dans la 5.2 qui arrivera dans la 5.3. 5.3 qui est estimé sur le deuxième trimestre de 2020. Dans la 5.3, il y aura le support des JDK 13, 14, 15. Actuellement, Spring 5.1 fonctionne très bien sur Java 9. Ça a été un des premiers frameworks à dire on supporte Java 9. Spring 5.1 est compilé en Java 1.8. D'accord ? Donc, il n'y a pas de souci pour faire tourner ça sur des JVM 1.8, mais ça fonctionne aussi très bien sur un JDK 11, sur une JVM en version 11. Et donc, dans la 5.3, ils vont s'assurer que ça fonctionnera sur les JDK 13, 14, 15, dont le cycle de release va aussi s'accélérer sur ces choses-là. Ils vont beaucoup pousser l'analyse de code à base d'annotation pour pouvoir remonter vos propres métriques dans des outils de monitoring à l'aide de microméteurs, par exemple. Donc, être capable de remonter des métriques, soit métier, soit technique, simplement en annotant certaines méthodes ou certains composants. On aura dans la version 5.3 un support outillé pour la génération d'images natives GraalVM. Aujourd'hui, faire de la compilation native de Spring, c'est juste compliqué ou voire limite pas possible. On y reviendra juste après. Donc, ils ont annoncé qu'on aura un support outillé pour la génération d'images natives dans la 5.3. Le support d'Hibernate 6, donc c'est l'outil d'ORM le plus connu et le plus utilisé dans le monde Spring pour se connecter aux bases de données. Et le support de la version 1.4 de Kotlin pour les gens qui font du Kotlin avec Spring. Et puis il y a tout ce qu'il n'y aura pas dans la 5.3. Donc on sait que ces sujets-là n'arriveront pas dans le framework Spring à l'horizon de 3 ans, grosso modo. Donc la 5.3, enfin, ce qu'il n'y aura pas dans la 5.3, c'est le support compilé du JDK 11, c'est-à-dire que le framework Spring continuera d'utiliser toutes les fonctionnalités de la JDK 9 dans la 5.3. Ils ne vont pas utiliser les modules, ils ne vont pas utiliser tout ce qui est issu du JDK 11, qui est la version long-term support actuelle de Java. On aura une revue des modules des Java au-delà de la 5.3. Actuellement, Spring a déjà configuré un ensemble de modules au sens Java 9 du terme. C'est-à-dire que si vous utilisez une JVM 1.9, eh bien, il y a déjà un ensemble de modules qui sont configurés dans le framework Spring
pour que le chargement se fasse un peu plus dynamiquement, que les composants soient un peu plus cloisonnés et que tout ça se rentre dans cet écosystème de Java Module. Ils vont retravailler ce système de modules pour la version au-delà de la 5.3 qui aura peut-être des impacts dans la manière dont on développe nos applications. Et puis, ils vont s'aligner avec les nouvelles API Java EE. Alors, si vous avez suivi un petit peu le fil de l'histoire, vous savez probablement que les spécifications EE, donc Entreprise Édition de Java, ont été un peu libérées de l'écosystème Oracle pour être laissées à la main de la communauté open source. Donc, c'est la fondation Eclipse qui a repris le projet sous l'étiquette Jakarta EE, qui va assurer le maintien et les mises à jour de toutes les spécifications Java Entreprise Édition. Donc, quand je parle de ces sujets-là, je pense par exemple aux composants JSF, pour ceux qui voient à quoi je fais référence, et tous les modules qui étaient spécifiés dans ces briques Entreprise Édition. Donc, à ce jour, peu d'impact pour nous qui utilisons les briques assez classiques Entreprise Édition, mais suite à cette réappropriation par Jakarta, ils vont probablement changer le nom des packages, changer le nom des annotations, changer le nom des composants, faire évoluer l'API, et donc ça aura un impact dans le framework Spring, évidemment, mais au-delà de la 5.3. Et puis, il y aura sans doute des nouvelles choses qui vont arriver dans la JVM, et dont une chose qui est vachement intéressante, c'est le projet Loom avec la notion de Fibers. Donc, la notion de Fibers, c'est la possibilité en Java d'avoir un équivalent des coroutines de Kotlin. Donc, c'est-à-dire plus un modèle multithreadé quand on veut faire des traitements concurrents, mais plutôt un modèle où les traitements vont être représentés sous forme de routine, et l'exécution va passer d'une routine à une autre lorsque j'aurai le temps de traiter ces routines-là. Donc, ces notions-là, elles sont déjà présentes dans Kotlin, elles ne sont pas disponibles en Java de base, et grosso modo, ce que va permettre le projet Fiber, c'est à n'importe quel développeur Java d'avoir un modèle de développement concurrent, plutôt basé sur les coroutines. Et donc, Spring va utiliser tout ça. Voilà, je vais vous parler un petit peu maintenant de toutes les... de la programmation réactive et un peu des conférences et des thématiques qui ont eu autour de cette programmation réactive. Alors déjà, il y a pas mal de conférences qui se posaient la question, mais pourquoi on fait de la programmation réactive? Est-ce que c'est juste un phénomène de mode et demain ça sera autre chose? Est-ce que c'est pas un buzzword du moment? Qu'est-ce que ça va changer et est-ce que ça va durer? C'est important de se poser la question, pourquoi on fait de la programmation réactive? On fait de la programmation réactive aujourd'hui pour avoir des applications hautement efficaces et d'arrêter de monopoliser un process en attendant une entrée-sortie. Quand vous êtes sur une machine dans votre data center, à la rigueur, peu importe que votre machine travaille peu ou beaucoup, ça va avoir le même coût pour vous. Demain, quand vous allez être sur le cloud, que votre application va être facturée en fonction de l'usage du CPU, de la mémoire ou d'autres choses, ou du temps d'exécution, vous avez plutôt intérêt à être hautement efficace parce que la facture à la fin du mois, elle va être franchement différente. Il est même fait état de se dire demain, peut-être que ce sera un facteur concurrentiel des grosses boîtes et pas que des boîtes d'IT. Parce que, effectivement, la gestion des coûts, c'est quelque chose de majeur pour les entreprises dans leur IT. Et peut-être que demain, les personnes qui auront l'intelligence de faire des projets, des programmes hautement efficaces seront plus concurrentielles que d'autres. Donc, comment on est hautement efficace et qu'est-ce qu'apporte la programmation réactive? Quelles sont les notions fondamentales? C'est pouvoir, à un moment, gérer la contre-pression des tiers. Alors, c'est quoi la contre-pression? Pourquoi on fonctionne d'un mode où je te pousse une requête et tu dois me répondre, à un mode où je vais chercher l'information quand j'en ai besoin? Je fais le parallèle avec votre vie de tous les jours dans les projets agiles. On arrête de vous pousser des cartes, vous allez prendre les cartes au moment où vous allez être en capacité de les produire. C'est ce qu'on essaye de faire avec les processus agiles, avec le Kanban, c'est d'être là au juste à temps. Eh bien, on va avoir la même philosophie avec les données qui sont produites par les systèmes informatiques. La donnée va être produite, va être calculée au moment où on en a besoin.
Et si on répercute cette philosophie, ces notions tout au long de la chaîne de vie de la donnée, on va avoir une application qui est beaucoup plus efficace, où on arrête de produire la donnée, la pousser, la mettre dans un cache, attendre que l'autre serveur soit en capacité de la produire, attendre qu'il ait fini de la produire pour avoir la réponse. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une perte de temps phénoménale entre le moment où je demande une donnée et où je reçois le résultat, parce qu'on est dans ce mode un peu requête, réponse, et entre deux, j'attends. Faciliter les usages asynchrones, bien que la programmation réactive ne soit pas directement liée à la notion de synchrone-asynchrone. On peut faire du synchrone en réactif, on peut faire de l'asynchrone en réactif, pas de problème, ça s'y prête aussi bien l'un que l'autre. C'est quand même la notion d'asynchronisme est quand même plus, ça devient plus important de faire du réactif dans ces notions-là parce que ça s'y prête un peu mieux tout simplement. Et puis sortir du modèle multithreadé, effectivement. Alors un thread aujourd'hui, ça coûte de la mémoire, ça coûte beaucoup de mémoire. Ils ont montré que globalement, en moyenne, ça prenait un ordre d'idée, 1 mégaoctet de mémoire à chaque fois que vous créez un thread. Ça dépend des environnements, ça dépend de l'OS, ça dépend du processeur, etc., etc. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est vraiment pas neutre quand même. Quand je commence à avoir 4000 connexions simultanées sur ma machine, si je crée 4000 threads, ça commence à coûter quand même. Donc sortir de ce modèle multithreadé pour être dans un modèle un peu plus événementiel ou sur base de coroutines, pourquoi pas. Alors comment on fait? C'est pas le tout de se dire ok, il faut passer en programmation réactive. Aujourd'hui, on est développeur Java. Comment je peux faire pour faire de la programmation réactive? Eh bien, vous avez des librairies qui existent déjà aujourd'hui que vous pouvez utiliser avec ou sans Spring. Voilà, Spring aujourd'hui est complètement agnostique à ces technos-là. Vous pouvez très bien les mettre en œuvre. Donc il y a RxJava qui est une librairie qui vous permet de faire de la programmation réactive. Vous avez Vertix qui est aussi une librairie, pas un framework. C'est une librairie que vous allez ajouter à votre projet et vous allez avoir tout un tas de notions de publication et de souscription à des événements ou à des producteurs d'événements. Et vous avez le framework AK en Java qui vous permet aussi de mettre en place ces mécaniques-là. Et dans Spring, ils ont aussi essayé eux de répondre à cette problématique. Eh bien, il y a le projet Reactor qui est apparu dans la version 5.1 de Spring et qui va vous permettre de développer votre application Spring MVC à l'aide de ces notions-là. Alors ces notions, c'est quoi ces notions? C'est quoi le pattern qu'on va mettre en œuvre dans la programmation réactive? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un pattern publish subscribe. C'est un pattern dans lequel quelqu'un qui a besoin d'une donnée, eh bien, plutôt que de faire une requête pour aller demander cette donnée, cette entité, elle va dire moi je m'abonne à un flux de données, à un flux ou à une donnée d'ailleurs. C'est pas forcément un flux, ça peut être une donnée. Quand j'aurai besoin de cette donnée, je te le dirai. En gros, c'est ce que dit le pattern publish subscribe. Voilà. Et ensuite, quand j'en ai besoin, je demande quelle est la prochaine donnée qui est disponible pour que j'exécute mon traitement. Au moment où j'en ai besoin. J'établis la relation en disant je vais avoir besoin de ces données. 2, au moment où j'ai besoin de la donnée, je la réclame. Alors les API dans Reactor, il y a ces deux notions, en fait, elles sont matérialisées sous forme de deux classes, de deux interfaces que sont mono et flux. Donc mono, c'est établir une relation qui va permettre de récupérer 0 ou 1 élément. Il y a des optimisations qui sont faites dans ce cadre d'usage-là, qui ne sont pas forcément faites quand on a besoin de n éléments. Dans ce cas-là, on va plutôt passer sur une interface de flux où je vais récupérer les unes après les autres les données dont j'ai besoin. Et une fois qu'on a compris ce pattern de base et les notions de mono et de flux, eh bien, ça va tout de suite beaucoup mieux déjà à comprendre un développement qui est fait à l'aide du pattern publish subscribe et de la librairie Reactor. Donc ça, c'est très bien pour vos contrôleurs, mais comment on fait pour les bases de données? Vous savez que les bases de données, souvent, ça fonctionne aussi à base de je fais une requête et je reçois une réponse. Alors, il y a d'autres bases de données pour lesquelles ça propose de facto un modèle un peu réactif de par leur conception. Donc, en gros, c'est toutes les bases qui sont NoSQL. Elles proposent de vous fournir au fur et à mesure un flux d'entités au fur et à mesure
où elles sortent de la base de données ou au fur et à mesure où vous en avez besoin. Donc MongoDB, Cassandra, CouchDB, tout ça, ce sont des bases de données qui marchent plutôt bien avec la programmation réactive parce que elles sont déjà pensées un peu comme ça. Et puis vous avez toutes les autres. Pour les bases de données relationnelles historiques SQL, comment on fait? Eh bien aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution en fait. Souvent, c'est là qu'est l'os, c'est que vous avez beau vous être complètement réactif, à un moment donné, vous êtes bloqué par le fait que la base de données doit prendre du temps pour vous répondre. Et du coup, ça casse un petit peu toute cette chaîne efficace que vous allez mettre en place en amont. Donc pour les bases de données relationnelles, il y a un projet qui est en train de se faire en Java qui s'appelle R2DBCP, qui va permettre d'avoir un modèle réactif avec les bases de données relationnelles. Donc actuellement, l'API qui est utilisée, elle n'a pas bougé depuis 20 ans, elle s'appelle JDBC. C'est l'API qui permet de faire des requêtes, recevoir un result set, d'étirer sur ce result set pour récupérer des colonnes et des données dans les colonnes. Ça n'a pas changé depuis 20 ans. Eh bien, on est en train de réinventer une API, une manière de requêter la base de données à l'aide de ce modèle réactif. Donc ça, c'est l'API R2DBC. Et cette API, elle va être implémentée par différents drivers, de la même manière qu'avec JDBC, on a l'API et l'implémentation de cette API par les différents drivers qui sont fournis par les fournisseurs de bases de données. Et bien là, on va avoir la même chose. On va avoir un driver H2 de type R2DBC, Postgres, MS SQL Server, MySQL. Aujourd'hui, ces bases de données-là sont adressées. On a un support réactif D2BCP pour ces bases de données. MySQL n'est pas encore au niveau des autres. Ils sont encore en train de travailler sur certains sujets, mais vraiment H2 Postgres, MS SQL Server, il y a quasiment le support complet pour faire du vrai réactif avec ces bases de données-là à l'aide de R2DBC. Donc ça, c'est bien si sur ma même machine, j'ai ma base de données avec mon driver, avec mon process qui va recevoir les requêtes web. Au sein de ma machine, je suis réactif, pas de problème, je vais être hautement performant. Mais il se passe quoi quand on veut faire des systèmes répartis hautement efficaces? Parce que si au final, le point bloquant, c'est pas sur votre machine, mais c'est sur la machine qui est de l'autre côté. Bon, vous avez réglé une partie de votre problème, mais en face, c'est toujours pas résolu. On est encore dans un pattern où je vais pousser de l'information avant qu'elle soit consommée. Donc pour gérer cette contre-pression de manière répartie et faire du juste à temps, en fait, le modèle requête-réponse, il suffit pas. Il suffit pas parce que à partir du moment où on n'est pas capable de requêter la donnée au moment où on en a besoin, voilà, ça marche pas. Il faut arrêter de penser requête-réponse. Donc HTTP, c'est pas suffisant et c'est pour ça que ce projet est sorti dans la communauté, AirSocket, qui propose de pallier à ces problématiques de gérer la contre-pression de manière répartie et de pouvoir faire de la vraie programmation réactive de manière répartie. Donc il y a 4 modèles d'interaction qui sont proposés dans AirSocket. Le premier, qui va rester historique, requête-réponse. Vous pouvez faire du requête-réponse avec AirSocket. Pas de problème. Vous pouvez faire du fire and forget. Et il y a des optimisations qui sont faites quand vous faites du vrai fire and forget. On n'attend pas du tout que le back-end il propose une réponse. On envoie la data. On s'en fout s'il y a une erreur ou pas. Je continue mon traitement dans mon coin. Et voilà. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça en HTTP, vous n'avez pas l'assurance que le message est arrivé au destinataire, vous ne savez pas si vous avez un problème dans la connexion, etc. Vous êtes obligé d'être dans le modèle. Je fais une requête, je reçois la réponse HTTP et ça me sert d'acquittement, en gros. Même si vous n'écoutez pas la réponse, finalement, vous êtes quand même obligé, la librairie qui est sous-jacente, elle est quand même obligée de la recevoir, cette réponse. Vous ne pouvez pas couper le process comme ça et le traitement requête-réponse en plein milieu. Donc vous allez pouvoir faire du vrai fire and forget avec AirSocket, vous allez pouvoir faire du streaming, du flux d'informations et pouvoir produire de la donnée au fil de l'eau. Et un autre truc intéressant, c'est que vous allez pouvoir établir un canal de communication. C'est-à-dire que la personne qui va produire la donnée, ça ne sera pas forcément la personne qui va établir la connexion. Ça peut être celle qui est en face ou ça peut être moi. Je peux moi établir la connexion AirSocket et en face, on va me demander la donnée. Donc du coup, ça devient intéressant. Ça veut dire que
on n'est plus obligé de faire des reverse proxy, par exemple, à un moment donné. On va avoir plus de facilité à mettre en œuvre des scénarios où il y en a un qui établit la connexion et où finalement la production de données elle est dans l'autre sens. Et elle peut être même dans les deux sens. Une fois que j'ai établi le canal de communication, je peux avoir plusieurs producteurs d'un côté, plusieurs producteurs de l'autre, et des consommateurs des deux côtés. AirSocket, c'est multiplexé. Une seule connexion, plein de données qui passent à travers. Voilà, je ne suis pas obligé d'avoir une connexion TCP par producteur-consommateur, ce qui est quand même assez intéressant aussi. C'est agnostique au langage, au contenu, au transport. Au langage, AirSocket est implémenté dans différents langages. Je ne suis pas limité à du JSON, je peux envoyer ce que je veux en fait dans AirSocket. Voilà, je sérialise vraiment ce que je veux, un peu comme dans Kafka, pour les gens qui font du Kafka. Et c'est agnostique au transport, je suis pas obligé de faire... alors déjà, ça marche pas sur HTTP, on est un peu plus bas niveau dans les couches. Je peux, si je veux, implémenter AirSocket en HTTP2. Ça s'y prête pas mal parce que HTTP2, il y a des mécanismes de push, des mécanismes de multiplexage qui peuvent être utilisés par AirSocket éventuellement. Donc ce qui est bien, c'est que ça veut dire que peut-être ça nous aidera à passer les firewalls ou à avoir moins de contraintes demain de sécurité quand on va mettre ça en place. Sinon, de base, ça marche sur n'importe quel port TCP en fait. Quoi d'autre de neuf dans le monde réactif? Alors, la programmation réactive, pour ceux qui ont essayé les Hello World, ça se passe très bien, mais quand vous avez des erreurs, ça devient très vite compliqué à débugger. Pourquoi? Parce que le moment où vous produisez votre donnée et au moment où vous avez l'erreur sur la consommation de votre donnée, c'est pas forcément le fil d'exécution de votre programme en fait. Imaginons une donnée qui est produite, qui à un moment donné, il y a une donnée qui est nulle, et puis quelque part dans la chaîne de consommation des événements, en fait, il y a un null pointer exception qui saute parce que la donnée était nulle. Et la stack trace que vous allez avoir, ça n'a rien à voir avec les méthodes dans lesquelles vous avez mis en place votre pattern de publish subscribe. Ça va être la file du framework qui va consommer et transmettre la donnée. Et donc là, bonne chance pour retrouver où a été produit le nul, qui a généré le null pointer exception 4 consommateurs plus loin. Vraiment, ça devient compliqué. Et donc, il y a un meilleur support pour le debug des applications réactives, notamment avec la création d'un agent Java qui va pouvoir monitorer au fil de l'eau où et comment ont été mises en relation les patterns de publish subscribe, et à un moment donné, quand vous avez une exception dans un des consommateurs, vous dire tiens, je suis dans telle chaîne de délégation de publish subscribe, et donc de remonter plus facilement à l'endroit du code où vous avez produit la donnée qui pose problème. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça, l'équivalent, c'est d'essayer de faire des espèces de checkpoints dans votre chaîne de délégation de création de données, et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc ça va vraiment aider. Identifier les appels bloquants, parce que dans vous avez beau faire de la programmation réactive, si à un moment donné vous faites, à l'appel à une API bloquante, il n'y a pas de magie, et votre système, il va attendre après cet appel bloquant. Et donc pour identifier dans votre développement les appels bloquants, pareil, il y a un autre agent qui s'appelle Blockhound, qui va essayer de détecter tous les appels qui sont faits à des API bloquantes pour vous les signaler. Donc c'est plutôt quelque chose qui va s'activer lors de vos tests unitaires, par exemple. Dans le cadre de vos jeux de tests unitaires, vous allez activer cet agent-là. Ça va exécuter votre code et ça va dire « Ah, attention, là, tu fais un appel bloquant ». Ça peut aussi s'activer en prod. Donc dans ce cas-là, pas en levant une exception, ça serait ballot quand même, mais plutôt en loguant les appels bloquants qui sont faits. Donc voilà, on a la liberté des deux modes d'interaction, ce qui est plutôt pas mal. Et puis il va y avoir de grosses optimisations de Netty. Donc Netty, c'est le moteur d'entrée-sortie réseau qui fonctionne avec tous ces mécanismes de programmation événementielle qui va vous faciliter, qui va juste permettre de faire de la programmation réactive à partir du moment où vous utilisez le réseau. Donc il y a de grosses optimisations qui ont été faites dans Netty. On parle, selon les cas d'usage, de gain de performance de x7, ce qui est vraiment pas neutre. Bon, pareil, il faut se méfier des chiffres qui sont donnés, c'est en fonction des contextes, en fonction des cas d'usage. En tout cas, il y a un vrai travail d'optimisation qui est fait sur ces sujets-là. Voilà. Alors, quoi de neuf sur le cloud et
qu'est-ce qu'il y a à retenir sur les thématiques qui ont été proposées autour du cloud? Donc déjà, c'est pas un mystère, hein, Spring sur le cloud, ça marche très bien. Ça marche comme n'importe quelle application Java, soit en mode standalone où on embarque notre serveur applicatif, soit en mode hébergé dans un Tomcat. Ce qu'on était capable de faire dans un Tomcat sur un serveur encore IT, on est tout à fait capable de le faire sur un cloud qui propose son Tomcat. Pas de problème, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus, heureusement. Voilà. Par contre, pour ce qui concerne les briques qui sont proposées par les briques natives des différents clouds, bon, par exemple, je pense à Key Vault, je pense à Azure Service, je ne sais plus comment il s'appelle, le Service Bus, ou à d'autres technologies qui sont propres à un cloud. Eh bien, la communauté s'est emparée du sujet et a proposé un ensemble de modules qui s'intègrent dans votre application Spring et avec les mêmes facilités pour desservir et pour vous faciliter l'usage de ces technos qui sont un peu propriétaires au service de cloud que vous allez utiliser. Et ils ont même essayé de les virtualiser quand c'était possible, enfin de les abstraire, on va plutôt dire. C'est-à-dire, par exemple, je parle le cas des fonctions. Dans Spring, une fonction, c'est quelque chose qui s'abstrait de Amazon Lambda, pour faire fonctionner des fonctions dans Amazon, ou de Azure Functions. Vous écrivez une fonction d'un peu plus haut niveau, et après, c'est lorsque vous allez compiler, déployer, finalement, que Spring va faire sa magie et s'adapter à je veux un déploiement sur AWS avec les Lambda, ou je veux un déploiement sur Azure avec les Functions. Évidemment, tout ça fonctionne avec Java 7, 8 et 11, Tomcat 7, 8 et 9. Alors juste, si vous utilisez Java 7, faudra être sur Spring 5.0, vu que Spring 5.1 est compilé en Java 8. Mais en tout cas, vous avez possibilité de déployer du Spring dans toutes les versions de Java et dans toutes les versions de Tomcat, quoi. Alors les fonctionnalités propriétaires, je viens de vous en parler, hein. Donc il y a tout un tas de starters qui sont disponibles dans Spring Boot pour à peu près tout, App Insight, Key Vault, Azure Storage et Service Bus. Là je m'intéresse plus à ce que moi je connais et au monde Azure, parce que chez AXA on déploie sur Azure. Toutes ces technos-là, finalement AXA il a rien eu à faire, hein, pas un jour homme de développement sur ces trucs-là. On a repris les briques réutilisables du marché. Et ça marche, incroyable. C'est aussi ça le gros avantage d'être sur des stacks qui sont open source, c'est de bénéficier de l'effort de développement de toute cette communauté qui à un moment donné a la même problématique que vous et va développer les choses. Voilà, on est quand même plus fort en étant beaucoup plus nombreux. Voilà, donc tout ça est plus ou moins mis en œuvre chez AXA, hein, App Insight, Key Vault. Alors Service Bus, on n'a pas encore d'usage. Storage, ça a été testé dans les applications Spring, mais il n'y a pas encore de composants à prendre qui utilisent le storage ou le Service Bus. Mais enfin, tout ça est à notre disposition. Après, c'est plus qu'un choix d'archi, un choix d'IT, de dire ok, on le fait pas, on le fait comme ça. Mais en tout cas, c'est disponible. Si l'implémentation de toutes ces briques vous intéresse, il y a un excellent podcast de Josh Long qui est disponible sur Internet. Donc, vous pouvez retrouver le lien à travers le blog Spring, voilà, ou sinon via cette URL. Et il montre chacune des briques, comment elle se met en œuvre et à quelle facilité à l'aide des starters qui sont proposés par Spring Boot. Alors vous savez aussi probablement qu'il y a d'autres majors, hein, compagnies qui ont contribué à Spring et notamment Netflix à travers un ensemble de composants qu'ils ont open sourcés, donc la stack Cloud Netflix notamment, et que cette stack Cloud Netflix qui comprenait tout un tas de composants, Eureka, Ribbon, Strix Turbine, Archaeus. Je reviens sur chaque usage de ces composants. Eureka, c'est un service discovery. Ça permet de manière dynamique de savoir le service il est déployé à quel endroit et dans quelle version côté client. Donc je m'abonne à un annuaire, je vais requêter, je veux tel composant dans telle version, hop, j'ai son URL, je suis capable de l'interroger, et ça de manière dynamique. Je change l'endroit où je trouve le composant, je change sa version, hop, dynamiquement le client à sa prochaine requête va être capable de requêter de nouveau le bon client à la bonne version. Ribbon, c'est un composant de load balancer côté client. Donc ça permet d'éviter, ça peut permettre de s'éviter un usage de VIP, par exemple. Hein, c'est de se dire que
à un moment donné, le load balancer, ça peut avoir de l'intelligence de le mettre côté client en disant bah tiens, moi parce que j'ai cette connaissance du métier, cette connaissance de la technique, je sais qu'il faut que j'envoie X requêtes par là et X requêtes par là. Ça peut avoir du sens, ou de juste faire du round robin à un moment donné. Voilà. Donc c'est des usages qui sont intéressants d'explorer. Et donc Ribbon permettait de faire ce genre de choses. Hystrix, qui est une librairie de circuit breaker. Donc grosso modo, je mettais Hystrix dans mon contexte Spring, je tanchais rien ou presque rien à mon développement sur base des REST templates, et hop, j'avais implémenté le circuit breaker. Magnifique, incroyable. J'ai juste 3 variables de configuration à faire. Turbine qui permet d'avoir du dashboard de l'ensemble des brokers Hystrix qui sont dans votre application de manière centralisée. Donc ça permet de voir à l'instant T quel client n'arrive pas à contacter quel serveur et s'il y a un problème à un moment donné. Arceus, qui est une solution de configuration centralisée. C'est l'équivalent open source de la SDP, si je veux faire un parallèle. Eh bien, l'événement majeur, c'est que Netflix a annoncé qu'il arrêtait de faire évoluer tous ces composants qui étaient à disposition de la communauté open source. Ils ne prennent plus, eux, l'effort de faire évoluer ces composants. Sauf Eureka. Eureka, ils en ont tellement besoin, ils ont dit, bon ok, Eureka, on continue de le maintenir, on va continuer de le faire évoluer, et on continuera à le mettre à disposition de la communauté. Pour les autres solutions, eh bien, du coup, Spring, qui s'était fortement basé sur les composants qui étaient proposés par Netflix, se retrouve un petit peu déconvenu. Et donc, ils ont fait l'effort de créer un ensemble de composants qui fait le travail équivalent. Alors, comme c'était du code open source, il y a évidemment beaucoup d'intelligence qui a été repris. Et en fait, ça a été un jeu de renommage des packages, des méthodes, un peu de la philosophie quand même. Ils en ont profité pour dire, ok, sinon on l'avait fait, on l'aurait plutôt fait comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que finalement, les développeurs qui développaient ces choses-là chez Netflix, ils ont été embauchés par Pivotal chez Spring pour développer ces choses-là. Donc les développeurs qui se disaient à un moment donné, ah c'est bon, cette problématique ça peut être pour nous, ils se sont fait débaucher et ils se retrouvent avec les mêmes sujets à traiter. Ils sont passionnés par ces sujets-là, là n'est pas la question. C'est simplement une question finalement sur le long terme de qui va maintenir quoi, et c'est la responsabilité de qui de maintenir ces composants. Moi je suis plutôt convaincu que c'est bien que ça soit repris par la communauté open source et que ces choses-là ne soient pas liées à une société en particulier. Donc on a des composants équivalents, Spring Cloud Load Balancer pour l'équivalent de Ribbon, Spring Cloud Starter Circuit Breaker pour mettre en œuvre des patterns de Circuit Breaker, qui lui-même est basé sur un truc qui s'appelle Resilience 4J, une librairie qui existait déjà dans la communauté Java. Ils l'ont juste encapsulé dans des API Spring. Pour faire le monitoring de nos circuit breakers, ils ont implémenté les trucs pareils qui existaient déjà, donc du micrometer avec des dashboards Grafana. Et pour la partie config, il y avait déjà une brique de configuration centralisée dans Spring qui s'appelle Spring Cloud Config, donc qui propose de simplement faire la bascule sur cette brique-là. Donc demain, on va pouvoir vivre sans les composants de Netflix, heureusement. Et puis, on a un ensemble de choses qui vont être apportées par Spring Cloud Function. Alors déjà, quand on parle de Spring Cloud Function, ça sert à quoi les fonctions ça sert à avoir du traitement d'opérations sans avoir à l'instant T un serveur dédié à cette opération, ou une instance, une VM, un truc, un machin, qui dit « Ok, moi je réserve mon temps à exécuter cette chose-là ». Eh bien, une fonction, c'est un truc qui va plutôt être provisionné à la demande. Au moment où j'ai besoin de faire un traitement, je vais monter une instance, monter le code dessus, exécuter l'instance, et si j'en ai pas besoin, arrêter l'instance. Si demain j'ai 25 000 appels de la fonction, eh bien, je vais déployer de plus en plus de serveurs pour cette fonction et être capable de vraiment m'adapter en fonction du trafic qu'il y a sur l'usage de cette chose-là. Donc ça permet de faire du serverless. En fait, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de serveur, c'est qu'il y en a plein et qu'on ne sait pas sur lequel ça va être exécuté. Donc l'abstraction, Spring apporte une abstraction de ces fonctions serverless, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure finalement. Donc que ça soit une fonction Azure ou une Amazon Lambda, vous pouvez exprimer ça à l'aide d'un module Spring qui va vous abstraire de tout ça.
Par contre, est-ce que demain, il faut tout écrire son code en fonction? Je ne suis pas sûr à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des petits sondages qui ont été faits dans les conférences pour savoir qui faisait du Spring Cloud Function en prod. Il n'y avait pas de doigts qui se sont levés pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, provisionner une instance à chaud de ces choses-là, ça prend énormément de temps, montage du contexte Spring. Alors énormément de temps à l'échelle de la requête utilisateur. Tout est relatif évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de l'exécution d'un truc, si je dois attendre 45 secondes ou 1 minute que mon instance soit provisionnée, montée en mémoire, lancée, le premier appel il est plutôt coûteux. Et la plupart des compagnies prennent pas le risque de partir sur ce modèle-là à ce jour avec ces technos-là. Et donc, tout l'intérêt de ce truc-là, la compilation AOT, Ahead of Time, c'est quoi? Alors, rappel un petit peu sur le mode de fonctionnement de Java. Java, c'est du code source, du texte, qui est compilé à l'aide du JDK en bytecode. Ce bytecode, il est chargé au sein d'une JVM et il va être transformé en code machine à l'aide d'un truc qui s'appelle le JIT, le Just in Time. En fait, c'est même un peu plus compliqué que ça, c'est que votre code, il est d'abord interprété, le bytecode est d'abord interprété, et si la JVM, elle se rend compte qu'elle n'arrête pas d'interpréter toujours le même code, elle se dit à un moment donné, tiens, ça serait peut-être intéressant que je compile ce bytecode en code machine, en code ARM, Intel ou que sais-je, en fonction de mon environnement, pour juste avoir à exécuter ce code-là. Voilà, c'est toute l'intelligence de la JVM. Et il y a un ensemble d'optimisations qui ne sont possibles d'ailleurs de ne faire que dans ce cadre-là. Bref, à un moment donné, ça me donne du code machine qui est exécuté. Eh bien, la compilation Ahead of Time, elle va un peu bouleverser tout ça. Alors, déjà, on peut se poser la question, mais pourquoi ça a été fait au fait? Je vous rappelle la philosophie de Java à la base. Vous compilez une fois, votre code, vous l'exécutez sur n'importe quelle JVM. C'est un peu l'idée, quel que soit l'environnement, Windows, Linux, machin. Une fois que j'ai compilé mon truc, je dois être capable de l'exécuter. Voilà, c'est pour ça que cette philosophie a été pensée initialement. Donc il y a un projet qui s'appelle GraalVM. Alors GraalVM, ça propose différentes choses. C'est une machine virtuelle déjà. C'est une machine virtuelle qui va être capable d'exécuter plusieurs langages. C'est polyglotte. Ça peut exécuter du JavaScript, du Python, du Ruby, du R, tous les langages qui sont basés sur la JVM, tous les langages qui sont compilés à l'aide de LVVM ou sur ces abstractions-là. Donc le C, le C++, les trucs comme ça, c'est bon, ça prend. Donc c'est polyglotte, c'est natif, ça va générer du code directement exécutable par le système qu'on vise, et c'est embarquable. Je peux embarquer la compilation et l'exécution de JavaScript. Une fois que j'ai Graal, je lui fais manger du JavaScript, juste à temps, il va compiler et exécuter mon JavaScript. Alors c'est beaucoup de choses, Graal et GraalVM, hein, et en fait, l'éléphant au milieu du couloir, c'est quand même ça, quoi. Quand on parle de GraalVM, on parle quand même beaucoup de compilation native, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la communauté s'intéresse énormément à GraalVM. Donc ça va permettre de compiler son code Java et de l'exécuter tel quel. Donc le compilateur, il est d'ailleurs lui-même écrit en Java, et c'est un projet open source. Vous avez un JDK qui est disponible en version communautaire ou entreprise. Communautaire, vous n'avez pas de support et vous n'avez pas les dernières optimisations qui vont vous permettre d'aller dans les retranchements de la solution. Et la version entreprise, vous avez du support et vous avez toutes ces optimisations à votre disposition. Actuellement, on est en version 19 de GraalVM. Hein. Je ne parle pas de Java, je parle de GraalVM, est sorti en release il y a très peu de temps en LTS, Long Term Support. Donc, ils vont apporter du support sur le long terme sur cette version de Graal. Alors, ça compile le code Java 1.8. Voilà, si vous êtes en Java 9, déjà, vous allez devoir attendre qu'une prochaine version de Graal sorte. Donc la compilation native, ça va faire quoi? Ça va permettre de compiler sur les systèmes Linux et macOS, des binaires. Il y a un support expérimental sur Windows qui est sorti avec la version 19. Bon courage si vous essayez, surtout si vous êtes sur Windows 10. Il vous faut le JDK Windows 7. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, c'est expérimental, hein. Donc on ne peut pas les blâmer, ils ont essayé et ils proposent ça. Ok. Voilà.
ça conserve que le code utile. En fait, le mode de fonctionnement, c'est que ça va regarder tout ce qui est à un moment donné exécuté ou réellement utilisé par votre programme. Ça va enlever tout le bytecode qui est jamais utilisé, et ça ne va compiler que ce truc-là. Okay. Ça veut dire que si dans votre classe, vous avez une propriété qui est jamais utilisée dans vos objets, eh bien, elle n'est même pas compilée, elle n'est même pas dans le binaire. Pareil pour les méthodes. S'il y a une méthode qui est jamais appelée, enfin, tout le code mort n'est pas compilé. Et du coup, on se dit, ouais, c'est vachement bien, ouais, bah, sauf que du coup, comment ça marche pour l'introspection et le chargement dynamique? Bah, ça devient un peu compliqué, hein. Et c'est quoi, elle est où la philosophie? Je compile une seule fois et ça tourne partout. Bon, en fait, pour répondre à cette problématique-là, on est quand même de plus en plus dans une tendance où on va construire des conteneurs qui vont être exécutés. Les conteneurs, on en connaît le système. On sait que le conteneur, il est plutôt sur un noyau Unix ou plutôt sur un noyau Windows. On est possible de faire des conteneurs Windows, possible de faire des conteneurs Unix, mais on sait à l'avance le conteneur, pourquoi on le construit. Et c'est le conteneur qu'on veut réutilisable. C'est pas l'application à l'intérieur du conteneur. De plus en plus, on est dans cette philosophie-là. Je produis un conteneur qui, j'en connais l'état, j'en connais le fonctionnement, et il s'exécute. D'accord? Donc, ok, le compile once, run everywhere, à l'heure des conteneurs, il est peut-être moins important qu'avant. Pour les applications qui vont tourner sur les desktops, les postes utilisateurs, peut-être, mais pour les applications serveurs, probablement moins. Donc je suis capable effectivement de me dire, bon ok, ça c'est pas grave, effectivement, je sais que mon conteneur, ça va être un conteneur Linux, et que donc je veux compiler en Linux mon code Java sur une machine qui de toute façon, j'en connais l'abstraction Intel ou ARM. Ok. Par contre, ces trucs-là, c'est quand même embêtant, et c'est surtout embêtant pour nous qui utilisons beaucoup Spring, parce que Spring utilise abondamment la réflexion et le chargement dynamique de classe. Ce qui explique pourquoi c'est compliqué aujourd'hui. Alors pourquoi on fait de l'AOT? On peut aussi se reposer la question, mais à quoi ça va servir tout ça? Réduire la taille des conteneurs. Aujourd'hui, si vous voulez faire un conteneur Spring, c'est possible, il n'y a pas de problème. C'est juste que votre conteneur, il va peser 600 MB. Il va peser la taille de votre JVM, plus la taille de votre code, et la taille de toutes les dépendances que va tirer la JVM. Donc grosso modo, c'est comme si vous containerisez un OS, quoi. Ce qui n'est pas trop la philosophie du truc. Et ça va permettre aussi de réduire l'empreinte mémoire au runtime. Bah ouais, vous gardez que ce que vous avez besoin et vous n'avez pas tout le runtime de la JVM. Donc quand même, c'est pas mal. Et surtout aussi, ça va améliorer le startup time. Dans la manière dont a été pensée la JVM, elle n'a pas été pensée pour optimiser le fonctionnement au démarrage. Elle a été surtout pensée pour garbage collecter les objets et le faire efficacement au fil du temps, pour optimiser le code au fur et à mesure de son utilisation, mais un peu moins sur on veut des temps de démarrage qui soient très rapides. Et ça s'en ressent aujourd'hui quand on veut monter une application Java et Spring d'autant plus avec tout ça. Ok. Donc, juste attention, quand on va compiler en AOT, on ne profitera plus de toutes les optimisations qui sont proposées par les JVM. Et il y en a. Cette fameuse réécriture du Git au runtime, parce que je constate que tel argument, c'est le même, donc je ne mets pas un argument, je mets une constante, ce genre de choses, du coup, c'est plus possible. Donc, tout le monde est assez d'accord pour dire ok, bon, les performances au runtime seront sans doute un petit peu moins bonnes que sur une JVM traditionnelle, mais par contre, l'empreinte mémoire et le temps de démarrage bien meilleurs. Dans Spring, si vous voulez faire ça, c'est juste compliqué. Donc, pour la 5.2, ils ont quand même dit ok, on va vous filer un peu d'aide pour configurer correctement Graal et réussir à produire des images natives, mais vous ne serez pas outillé. Pour la version 5.3, celle qui arrivera deuxième trimestre 2020, vous serez outillé, on vous apportera du support pour produire des applications Spring en images natives. Et Spring Boot, il dit quoi? Spring Boot, il dit rien parce qu'il est bien embêté. Alors pourquoi Spring Boot est plus embêté que Spring? Dans Spring Boot, il y a tout un tas d'autoconfigurations qui sont faites. Et l'autoconfiguration, elle fonctionne beaucoup sur l'introspection du bytecode. Du bytecode au runtime. Mais au runtime, dans une application native, on n'a plus de bytecode. On n'est plus capable d'aller voir si j'ai la classe ou pas dans mon truc. Et il y a beaucoup d'autoconfiguration, c'est « Ah, tiens, si j'ai la classe Kafka, alors je fais ça. Si j'ai pas la classe Kafka, je lis même pas, je charge même pas la classe d'autoconf. » Donc je sais pas trop comment ils vont faire, j'avoue.
Voilà. Et quand on leur pose la question, ils disent oui, on y réfléchit, on pense que c'est possible. Bon, moi personnellement, je trouve que leur tâche va être très compliquée. Mais bon, ils ont sans doute une bonne idée d'ici là. Ils ont encore 1 an et demi pour y réfléchir. En tout cas, si on ne regarde que le côté Spring des choses, ça sera possible. Et la tendance qu'ont les modules Spring, notamment avec, vous vous souvenez du petit module que je vous ai présenté, le web function, là, de dire qu'on va, de manière programmatique, configurer son contexte Spring. Et bien du coup, ça devient possible de faire de la compilation native, vu que je le programme. Je programme que dans mon contexte, il y aura tel bin, que je vais faire une injection vers ce truc-là, du coup, ça devient possible de compiler ces trucs-là. Et c'est peut-être la direction que prendra Spring Boot pour faire ces choses-là. Donc, en attendant, vous pouvez compiler en natif avec des frameworks tels que Quarkus ou Micronaut, qui sont des approches assez équivalentes à Spring et Spring Boot pour faire des images natives, et tout ça, tous ces frameworks apportent de base de l'aide pour compiler en natif ces choses-là. Voilà, sinon il n'y a pas de solution magique pour Spring et Spring Boot. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation et ce retour un petit peu de grosses thématiques du Spring.io. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me les poser tout de suite ou après, ou via Skype. Il n'y a vraiment pas de problème. Merci à vous.